Il y a les toutes petites, les monomères caséiniques, et il y a les très très grosses, la micellocazéine. Donc c'est totalement différent. Juste pour situer en termes d'échelle, les protéines solubles, les whey proteins, eh bien, ont une taille équivalente aux monomères caséiniques. Et on parle bien de protéines. Vous voyez, hein, on a des chaînes qui vont comporter en moyenne entre 170 et 200, 220 acides aminés. Donc, vous voyez qu'on ne se trompe pas. Quand on disait au minimum 100 acides aminés, dans le cas des protéines laitières, ça se vérifie. La caséine kappa, par exemple, a combien d'acides aminés? Ça, vous le savez, parce que vous l'avez appris, certains, en BTS. 169 acides aminés. Exactement. Donc, on sait par définition que là, on a bien affaire à une protéine. Eh bien, si j'observe la caséine kappa et j'observe que sur cette caséine kappa, en tant que monomère caséinique, on a du phosphore qui est associé à cette caséine, eh bien, ça sera du phosphore qu'on va appeler organique. Il fait partie de la structure même du monomère caséinique. Donc, de l'élément le plus simple de la protéine. D'accord? Et si par contre, on voit qu'il y a du phosphate de calcium qui permet le regroupement et qui permet de lier les submicelles les unes aux autres, alors là, on parlera de matière minérale inorganique. D'ailleurs, le plus souvent, on parle de matière minérale colloïdale. Elle fait partie du colloïde. Donc, le pont elle fait partie de la micellocazéine. Donc, le pont calcique, c'est inorganique. Le phosphate de calcium est inorganique. Et c'est d'ailleurs cette matière minérale qui, la première, va être dissoute sous l'effet de la baisse du pH. C'est des liaisons faibles. Ça reste quand même des liaisons fortes. Néanmoins, Les liaisons fortes, compte tenu de la baisse progressive du pH, vont se trouver ici. Parce que tu as aussi soit les acides forts, soit les acides faibles. Donc là, l'acide lactique, plutôt sur un acide faible, mais néanmoins, c'est la concentration en acide et la baisse progressive du pH qui va permettre justement cette migration de la matière minérale colloïdale vers la matière minérale soluble, ou vers un état soluble. Alors, on revient vers toi, Baptiste. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans le lait? What we can observe in the milk? We can observe the major parts of calcium and phosphorus is under the colloidal form. To the contrary, magnesium and citrates are dissolved. Concerning the citrates, it's in the dissolved form. Is it clear for everybody? No? Can you repeat, please? Okay. Yes, Baptiste said that magnesium and phosphorus, for the main part, is in the colloidal form. On the contrary, citrate is mostly in the dissolved form. Clear now? Thank you. Okay, nice. Johan? The minerals, modification of the casein phosphate equilibrium considerably impair coagulation performance of milk. Donc calcium and phosphorus soluble, donc high temperature, donc precipitation of calcium, low pH temperature, calcium and phosphorus bind to micelle. Calcium, magnesium, phosphorus and citrate are distributed between the soluble and the colloidal phase. Their equilibria are altered by heating, cooling, and by a change in pH. And you can say, and after you are going to explain Oui. what it's mean.
Oui. Donc on parle donc des modifications donc des caséines phosphates pour Modification au niveau de l'équilibre. oui, au niveau de l'équilibre entre caséine et phosphate. Impair, ça c'est un mot assez courant, qu'on entend souvent, qui vont affecter, Oui, mais qui en négatif. qui vont affecter enfin, les performances du lait lors de lors de la coagulation. Donc en fait, on a Performance de coagulation du lait. performance de Vont coagulation. altérer dans le sens négatif. D'accord. Donc, on a quand on a une élévation de la température. Non, enfin, Yes. First, you can explain in French, and after you are going to translate in English. Yes. Why not? It's a good idea. j'explique en français. Yes. First, and after you are going to translate. Quand on a une élévation de la température, le calcium et le phosphore solubles vont précipiter le calcium. Et lorsqu'on a donc une diminution du pH et de la température, le calcium et le phosphore soluble, non, le calcium et le phosphore sous forme de micelle, oui, vont se... Form, Non. bind, Non, c'est pas sous forme, c'est to bind, se lie. lié. Donc se lie en micelle, redeviennent du calcium et du phosphore soluble. Can you give us some example when we can observe these situations? Là tout de suite, non, je suis When resté are sur we mon going anglais to pour... observe an increase of the temperature? When? In the milk product? Or in the milk productions? Lorsqu'on, en technologie pas pressée par exemple, quand on va chauffer notre cahier, Do you think that's it? non? Here, when we speak Bah, bah. about En anglais, vous l'avez peut-être. higher temperature, it's when we are making a hard cheese, or before, when we are going to prepare the milk. What are you going to do when you prepare the milk? What different treatments are you going to use? To increase the temperature. Ça va venir en fait. When we prepare the milk, we Oui, are going to use different treatments. yes. Yes. What are the name of these different treatments? Ouais, ça va me What we revenir. can do? Ça va me revenir. J'ai compris. D'abord on a We are going to skim the milk. on a la préparation du lait. Non, c'est... All the treatments that we can make on the milk Ah oui, quand... during the preparation Euh, of it. One introduction ferment on We the... can add ferment antibacterial. and calcium. Yes, we can add calcium. We can use temperature. Yes, yes. When we For make c'est pour development. Pour enfin, I'm not clear. No. c'est pour développer nos faits. À quel moment est-ce qu'on augmente la température avant ou après avoir mis calcium À quel moment est-ce Dans la qu'on préparation du Quand lait fromager. Yes. Ouais.
J'ai pas compris, là, attendez. The milk cheese. Il y a 3 personnes qui parlent en même temps, j'ai que 2 oreilles. What are the different treatments that we Oui. can use when we want to prepare a cheese milk? Quels La sont somme les de différents temps. traitements utilisés pour préparer un lait fromager, un lait pour destiné à la fabrication du fromage? Le cheese En milk. termes de température ou... Quels sont les différents traitements en français? Qu'est-ce que tu fais comme traitement sur le lait en amont de la fabrication du fromage? Ah, en amont. Ah oui, d'accord. Bah, Ah oui, en amont, c'est non, mais dans la cuve, hein. pasteurisation. Oui, non, mais moi je parlais dans la cuve. Tout à l'heure, J'ai entendu un mot là. j'ai dit oui, pasteurisation, mais moi je parlais tout à l'heure pour les pâtes pressées, What is cuites. pasteurization? Can What you is explain the- us what is the pasteurization? Thermic treatment. Je sais pas comment on dit thermic. Heat treatment for Heat treatment. destruction part microorganisms. That we use for that we use to Destroy destroy part Some bad bacteria, some bad dangerous. oui, enfin pas, pathogène micro, Pathogenic pathogénique micro-organisme. microorganisms. On va y arriver. Hein. J'ai un anglais sommaire aussi. all pathogenic. Not just J'ai un anglais pourri. bacteria, Yes, pathogenic bacteria. not just pathogenic, We are going to destroy all pathogenic bacteria. bacteria. all Toutes les bacteria. bactéries, pas seulement les pathogènes. Non, 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 With the pasteurization. non. Pathogénique micro-organisme and large quantity banal, flore banale. Alors, Ordinary. flore banale. C'est comme ça. Mais en anglais, je sais pas comment on dit flore banale. Alors. Les autres. The other bacteria, but flore banal. Alors néanmoins, Marine a soulevé, si je peux me permettre, une question assez intéressante concernant les notions de pasteurisation, hein, et derrière est suggérée la notion de stérilisation. Lorsqu'on réalise une pasteurisation en industrie laitière, est-ce que la pasteurisation va permettre de détruire tous les micro-organismes et toutes les bactéries? On ne détruit pas les spores, ça c'est clair. Donc tous les micro-organismes sporulés ne sont pas détruits, donc vont passer la barrière de la pasteurisation. Ensuite, tous les micro-organismes thermorésistants vont passer la barrière de la pasteurisation. Est-ce qu'un micro-organisme thermorésistant est obligatoirement sous forme de spore? Non. Vous avez des micro-organismes thermorésistants qui ne sont pas sporulables et non sporulés. Voilà. Donc par le fait, là on a déjà deux familles. Ce qui veut dire que quand j'utilise une pasteurisation, la pasteurisation a pour objet de détruire toutes les flores pathogènes communes, Listeria, Salmonelle, Staphylocoque, Escherichia coli, entérobactéries, hein, de façon générale. Donc là, on est sûr qu'on va les détruire, mais à côté de ça, on n'a pas la certitude d'avoir détruit la totalité des micro-organismes. Est-ce que vous avez une idée du nombre, ou du pourcentage plutôt de micro-organismes qui étaient détruits sous l'action d'une pasteurisation? Est-ce qu'on en détruit 10%? Est-ce qu'on en détruit 50%? Est-ce qu'on en détruit 70%? Est-ce qu'on en détruit 90%? 4 propositions, une seule est la bonne. De la flore 80. banale. De la flore totale. De la flore 90%. totale. 80%. 70 pour Alexandre. Je dirais 90. 70. Justine. Elle réfléchit. Je crois que Donc c'était on reviendra 90% tout à de la l'heure. flore banale, mais... Anthony. 30. Donc on détruit 30% de la flore banale, totale. C'était quoi les prédictions? Je pense qu'il y a plus non plus. C'était 90. 90. 10, 30, 70, 90. Ah bah 90. 30, 50.
10, 30, 50. Non, 10, 50, 60. Ah, il n'y avait pas 30. Ouais, tu vas rajouter la seule qui n'était pas citée. 10, 50, 70, 90. 90. 90. Alors, on est plutôt autour des 70. C'est-à-dire que la qualité des laits s'est terriblement améliorée sur ces dernières années. Donc, on a de moins en moins globalement de fleurs banales dans les laits. Et malheureusement, les fleurs qui sont présélectionnées par les opérations de nettoyage, etc., font que aujourd'hui, on a une sélection de micro-organismes qui est de plus en plus thermorésistante. Donc, lorsque, il y a 30 ans, on détruisait peut-être 90% de la flore, aujourd'hui, on a bien de la difficulté à en détruire 80-75%. Du moins, on a détruit voilà, que 70 ou 75%. Ce qui est déjà pas mal. Par contre, on a toujours la certitude d'avoir détruit les flores pathogènes. Donc, ce qui est plutôt rassurant. Alors après, ça va dépendre des procédures de nettoyage, ça va dépendre s'il y a présence d'un biofilm ou pas dans vos installations, etc. Donc, il y a un certain nombre de contrôles et puis de l'importance du traitement thermique. Mais c'est vrai que quand ici on parle d'une augmentation de la température, comme tu l'expliquais là, c'est pas une cuisson, comme dans le cas d'une pâte pressée cuite, c'est vraiment un traitement thermique. Ah, Là, on d'accord, parle non, du mais lait, on ne parle pas encore de la fromagerie, on n'est pas encore dans nos cuves ou de nos bassines. d'accord, Là, non, on mais parle du lait. ok, je pensais Et que c'est vrai que la première étape sur le lait, nous en parlerons avec M. Cossé, ça va être de standardiser notre lait et de réaliser un certain nombre d'opérations de normalisation. Et la première opération, ça va être la pasteurisation. Alors, différence avec la stérilisation. la stérilisation, on va éliminer. La stérilisation, elle va permettre d'éliminer. de détruire 100% des micro-organismes et 100% des enzymes présentes. Alors, sachant que la stérilité absolue n'existe pas, hein, on reste sur une notion de stérilité commerciale. D'accord ? Parce qu'on détruit les spores, mais on ne détruit pas leur. Il y a une partie en fait des substances toxiques qui restent par les enzymes qui restent présentes. Oui. C'est ce qu'on a vu, c'était. Non, c'est ce qu'on a vu à la fac. Et expliqué qu'il y avait une. C'est ce qui va altérer le. Il y a une partie infime qui Mais reste. c'est avant la pasteurisation. Non, enfin, la la stérilisation. stérilisation. La stérilisation, je crois qu'elle est longue. Mais s'il y a eu des. Si le produit a été altéré avant, bon, on peut plus revenir dessus, je crois que c'est ça. C'est dans le cas des entérotoxines avec le salmonelle, non ? Non, même pas, non. Je crois. Vous parlez de toxines, c'est quoi ? Non, je crois Ouais, pas que si, c'est. je crois que c'est. On en reparle jeudi, vous regardez Ouais, le ouais. cours jeudi. Ah ouais, je vais retrouver ça. Vous ne parlez pas des biocontaminants. Non. Les contaminants néoformés. Non. Non, C'est un truc beaucoup plus basique. Non, ça nous affecte. Qui sont produits par les spores. Par les. Si, par les spores. Oui. Et par les. Mais les. Par les germes thermorésistants, notamment par les spores. Ils produisent des. Des bactéries aussi. Oui, mais la prof de pioche, enfin qu'on avait cette année, la dernière fois j'avais pas, enfin, prof de micro, Nathalie Demazure qu'on a, je crois, disait que quand les spores sont détruits, il y a une infime quantité de leurs toxines ou je sais pas quoi qui peut rester présente dans le lait, mais elle n'est pas active en fait, c'est pour ça qu'elle nous atteint pas. Enfin, c'est quelque chose comme ça, mais je vais retrouver, de toute façon, j'avais noté ça quelque part. On va retrouver ça. Ok. Donc, sous l'effet d'une augmentation de température, donc une partie du calcium, alors c'est pas la totalité, du calcium et du phosphore soluble, va précipiter alors sous la forme finalement de carbonate de calcium. Donc en réalité, c'est un petit peu ce qu'on va appeler le calcium de lait. Mais également, une partie de ce calcium et du phosphore soluble peut venir s'accrocher à la structure de la micellocathéine. Il faut voir véritablement les deux comme étant des possibilités, d'accord ? Et c'est d'ailleurs plus souvent le cas. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur des barèmes de température au voisinage de 75-80 degrés Celsius, la majorité du calcium et du phosphore soluble va plutôt précipiter sous la forme des phosphates de calcium attachés à la micellocazéine, donc à la structure de la micellocazéine. Et si véritablement on travaille avec des traitements encore plus forts, 80, 85, 90 degrés Celsius, alors là on va commencer à voir donc justement de la pierre de lait qui va apparaître. Donc on va bien apercevoir une précipitation spécifique du calcium et qui va se traduire par un encrassement de nos équipements et de nos matériels. Oui, Marie. Du coup, quand on augmente la température, le phosphore reste soluble.
Alors, On voit que précipitation du calcium. Bah, si, non. je ne sais pas comment tu l'interprètes, on fait le moelleux. On voit calcium et phosphore soluble. Oui, Donc, sous l'effet d'une augmentation de la température. précipitation du calcium. C'est Voilà. vrai que le phosphore, lui, il reste. Il vient quoi en fait. Oui, elle n'a pas Il est tort, oui. soluble, il- Quelqu'un peut l'expliquer à Marine, là? Tu poses la question au groupe, s'il te plaît, en anglais. Ce que je veux savoir, c'est que quand on augmente la température, donc on voit qu'il y a une précipitation du calcium, qu'est-ce que devient le phosphore? Le phosphore. Et ben il va pas avec le micelle, il part dans le sérum. Alors, sachant que c'est un peu ce que je disais, Non, il va- en réalité, Il va pas bouger le phosphore. il y a- Le phosphore, il va rester sous sa forme. au niveau des documents qu'on va utiliser, on va s'apercevoir que bien souvent, ça fait un peu comme la représentation de Loïc, c'est symbolique. Voilà. Là, c'est symbolique, c'est-à-dire qu'on va vers les éléments essentiels à retenir. Bien entendu, lorsqu'il y a une augmentation de la température, il n'y a pas que le calcium qui va précipiter, il y a un ensemble de minéraux qui vont subir l'effet des traitements thermiques et qui vont précipiter. Alors pourquoi est-ce qu'on parle, nous, plus spécifiquement du calcium? Parce qu'en fromagerie, on va raisonner que le calcium, on ne va jamais raisonner le phosphate. Et d'ailleurs, lorsqu'on va faire une standardisation des laits en fromagerie, une standardisation minérale, on va standardiser quoi? Le calcium, et on va apporter quoi dans le lait? Du chlorure de calcium. Exactement, on ne va pas ajouter du phosphate de calcium. On pourrait, hein, mais on ne va pas. Donc par le fait, on va raisonner principalement le calcium. Donc ça va nous permettre d'avoir une orientation bien précise et d'éviter de s'encombrer l'esprit avec des notions que finalement on ne va pas réexploiter et réutiliser derrière. Ouais, mais rapidement, du coup, le phosphate, il joue un rôle en quoi dans... Ah ben, le phosphate il va participer à la réunification du calcium, c'est-à-dire que quand on parle des liaisons entre les micelles de caséine, on parle bien de réseaux qui se structurent autour non pas que du calcium, mais du phosphate de calcium. Et quand vous prenez le fromage Andréec, et que vous vous amusez à lire un petit peu toute la partie sur la coagulation, il parle rarement du calcium, il va parler du phosphate de calcium. Donc par le fait, le calcium n'est jamais seul, ou quasiment jamais. Il est quasiment toujours associé soit au citrate, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des citrates, citrate de calcium sous forme soluble, soit sous forme donc, de phosphate de calcium. Mais on peut avoir des phosphates de magnésium, on peut avoir donc différents types de phosphates aussi. Donc c'est là qu'il faut bien voir que c'est en réalité un raisonnement pluriel. Et le calcium isolé et seul est relativement rare, ou peu présent. Il est toujours associé à quelque chose, à de la caséine, à une structure autre. Alors c'est lié aussi à sa polarité et à son interactivité avec le milieu. Mais donc toute élévation de température va se traduire dans un premier temps, et je le rappelle pour Marine, donc en réalité si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite flèche ici, qui va vers calcium et phosphore, donc liés au micelle de caséine. Et en réalité, une grosse partie du phosphate et du calcium va migrer sous la forme de phosphate et de calcium colloïdal, sous l'effet d'un traitement thermique. Et c'est seulement dans le cas des traitements thermiques très haute température où on va observer une précipitation de phosphate de calcium. Donc là, on voit que c'est une précipitation de calcium, mais c'est véritablement une précipitation du phosphate de calcium, hein, qui va donner naissance à ce qu'on appelle la pierre de lait. Ah oui. Ouais. But when Parce que diminution de pH, oui, ça when you il y a speak la about the signification. decreasing of the temperature, is it mean that we are going to adjust the temperature of the near the coagulation temperature? No. Here we don't speak about the coagulation, we speak about the milk. Yes. When are we going to decrease the temperature? Just after the milking? Yes. Yes. Just after the milking, we are going to decrease the temperature. Why? On en est à quelle partie de tout à l'heure, il nous parle de pasteurisation, maintenant il nous parle de la traite. Why we don't stockage
the milk at the room temperature. J'apprends quelque chose. Oui, bien sûr. Oui, c'est pourquoi est-ce qu'il diminue la température juste après l'écrémage? Why Non, we mais il va à la don't traite. stockage? Oui, Catherine, elle a fait ça. Store. Oui, avec Store. dans Ah, ce thank you. cas, pour Why we don't store the milk Oui, on va- at the room temperature? oui, oui, non, mais... Room temperature? It's okay? Yes. Yes. Because we don't want to observe an acidification of the milk. Yes. And why are we going to observe an acidification of the milk? Because if the milk is stored at a room temperature, all the microorganisms Yes. grow. Because of the exponential development of microorganisms. Yes. Because we are going to observe and exponential development of microorganisms. of microorganisms. Yes. Room temperature. What is it? What it means? Je comprends rien, moi. Nice. Room temperature. Excusez-moi, moi j'ai rien compris. Donc ici, quand on parle d'abaisser la température, c'est pas abaisser la température à 30 degrés ou 35 degrés comme l'a suggéré Pierre. Pourquoi? 35 degrés, c'est juste la température ordinaire du lait. À quelle température est le lait dans la mamelle? Bah, Voilà, 35-40. Donc par le fait, en réalité, tous les équilibres salins, tous les, on va dire, les facteurs biologiques sont quasiment à leur température naturelle à une température de 30, 35, 40 degrés Celsius. Donc quand j'élève la température, c'est bien au-delà. Quand j'abaisse la température, c'est bien en dessous. Donc quand je vais parler d'un abaissement de la température, on va penser réfrigération. Alors comment est-ce qu'on va dire justement réfrigération du lait? Si je vous dis, après la traite, nous devons réfrigérer le lait. Comment est-ce que vous allez nous traduire ça? Je vois qu'Alexandre se positionne pour répondre. Non? Anthony? Louis? Tout cool? Yes. Donc Catherine a commencé à noter. We must cool. Oui. Quand on pasteurise la température, mais quand du coup, après la pasteurisation, on redescend, c'est la même chose. Exactement. Donc par le fait, on a deux stades où véritablement on va utiliser systématiquement la réfrigération immédiatement après la traite pour stabiliser la qualité du lait. Donc indirectement, c'est ce que vous venez de noter. Hein. We must cool the milk to 4 degrees Celsius for stabilize to stabilize. Beaucoup de difficultés avec le corps. To stabilize the quality of the milk. And we can use a decreasing of the temperature just after the pasteurization. Yes. In the same way. Vous savez, quel est le contraire de to cool the milk? On dirait comment? To cool the milk. Heat, is heat. And you talk about pasteurization, sterilization, those are heat. Heat treatment.
vaporization or sterilization. Heat to cool. Donc là, par le fait, lorsqu'il y a réfrigération UV, on va observer un phénomène d'altération des qualités fromagères, hein, qui va être lié justement à la migration d'une partie du calcium, du phosphate de calcium colloïdal, vers la phase soluble. D'accord ? Donc on observe une diminution légère de la taille de la micelle de caséine, une modification de ses propriétés et une altération de sa fromageabilité. Alors qu'est-ce que c'est que la fromageabilité d'un lait? C'est sa capacité à devenir fromageable. Vincent? Sa capacité à devenir fromageable. D'accord. Oui, mais Non, mais aussi. en faire un fromage. Alors ça serait le rendement fromager. Alors le rendement fromager va exprimer la masse de fromage qu'on va pouvoir obtenir à partir d'une certaine quantité de lait. Par contre ici on parle des qualités fromagères d'un lait. Donc Vincent a commencé à formuler un début de réponse. On peut chercher à développer un peu plus. Julie et Amandine vont peut-être pouvoir apporter de l'eau à son moulin. C'est la manière où il nous reste assez de caséine pour que le KJ puisse prendre la forme après une venue à l'hôpital. Oui. Alors quand tu dis prendre la forme, ça signifie. En fait, le KJ il se contracte et se rétracte, et du coup, ça va nous être utile pour relarguer le sérum après quand on va presser le fromage. Et du coup, c'est à ce moment-là que le calcium, on va en avoir besoin. Et du coup, la qualité de fromage, c'est que si on perd trop de calcium avant, à la maturation, on est obligé d'en remettre après avant de le décaler, pour que le calcium, on récupère ces calcium pour que le fromage puisse s'éviter correctement dans le repas. Johan, tu as entendu? Difficilement. Angélica? J'ai entendu, j'ai pas tout compris, mais en gros, un fromage, quand on fait un fromage, on a beaucoup de calcium au début, mais on perd après le traitement thermique, puisque il se refroidit vite, du coup tout le calcium passe en solule, et pour que le fromage soit fait, le cahier va se rétracter, il va revenir à sa position initiale, et un fromage, quand il va s'éviter, le but c'est qu'il végète tout le sérum. Et si on n'a pas assez de calcium dans le cahier, le sérum il va rester à l'intérieur. Du coup, le but c'est avant de mettre la clôture dans le lait, de rajouter du calcium pour que le cahier se contracte et qu'il fasse vraiment. C'est le pouvoir. Pardon? Non, on rajoute dans le maturateur le calcium. Oui, dans les phases de maturation secondaire. Oui. Ça a un effet direct sur le pouvoir tampon à l'égouttage. Voilà. Oui. Alors dans votre cas, Et si on en rajoutait pas, on aurait des fromages galettes. vous parlez de Galette. maturation physique, vous utilisez ce terme? Ah ouais. C'est rare. Oui, c'est ça en fait. Oui, parce qu'en fait, sans chlorure de calcium, on aurait des fromages galettes, notre fromage va perdre tout son sérum, alors que le chlorure de calcium nous permet de gérer l'évacuation de sérum vers l'extérieur. Et l'humidité qu'on souhaite garder dans notre fromage. L'HRE d'ailleurs, l'hétérotype d'équilibre, en fait on va jouer là-dessus par rapport au CA sur extrait sec dégraissé. Calcium sur extrait sec dégraissé qui ramène au pouvoir tampon à l'égouttage. Tu dis Pierre? On considère généralement pour que. Donc là on s'aperçoit qu'il y a un transfert de la matière minérale colloïdale vers la matière minérale soluble sous l'effet de la température. Et généralement ça va dépendre des gradients de température. Plus la température est basse, donc voisinage de 4-6 degrés, plus le transfert se fait dans ce sens. Donc si à un moment donné on cherche par le biais d'une maturation, c'est-à-dire d'un temps de report, d'un temps de stockage à rééquilibrer, à inverser la tendance, on va être obligé de remonter un peu la température. Et donc dans beaucoup de
photographie, il faudrait s'amuser à le tester, mais on parle généralement de 8-10 degrés minimum. À 10 degrés, on commence à rééquilibrer, à rétablir les équilibres qu'on appelle salaires La chair. par rapport à ce que l'effet natif. Par contre, à 7-8 degrés, je ne suis pas certain qu'il y ait véritablement un gros effet. Il y a néanmoins un effet parce que vous ajoutez du calcium soluble. Donc en ajoutant ici du calcium soluble, on modifie l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a un déséquilibre qui tend vers la gauche, et comme vous ajoutez un excès de calcium soluble, bien finalement, à un moment donné, vous allez hop, rebasculer vers la droite. Voilà, c'est un petit peu le principe des vases communicants. Donc, on va certainement observer une légère amélioration de la fromagabilité. Juste pour revenir donc, sur un point qui était développé par Amandine et qui était intéressant, la notion de fromagabilité est associée directement à la coagulation, donc the coagulation. Et lorsqu'on a une bonne coagulation, alors une bonne coagulation c'est un bon temps de prise, et c'est une bonne fermeté. Et lorsqu'on a les deux, eh bien déjà, globalement, donc on pourrait dire que le coagulum se présente bien. Et puis ensuite, le coagulum doit avoir un certain nombre de propriétés. La première propriété qu'on va lui demander, c'est la capacité justement à expulser le lactosérum. Voilà, donc une bonne fromageabilité, c'est à la fois une bonne coagulation et un bon égouttage, ou une bonne conduite de l'égouttage. Et si on arrive à avoir ces deux éléments-là, globalement, notre technologie ne doit pas rencontrer de difficultés particulières. Donc, si à un moment donné, je m'aperçois sur une fabrication mise en œuvre que j'ai un retard à la coagulation, que j'ai une coagulation un petit peu lente, difficile, avec un cahier ou un coagulum plutôt un peu mou, et qu'au final, j'obtiens en plus un cahier qui s'égoutte mal, eh bien, je vais être obligé d'apporter des mesures correctives. Et parmi les mesures correctives, eh bien, on va ajouter du chlorure de calcium. D'où l'intérêt et l'importance du calcium que l'on ajoute dans le lait pendant les phases de maturation, comme on vient de l'évoquer un petit peu dans le cas du chaussé au moins. Sachant que, comme elle disait, après on s'en rend compte aussi à l'égouttage, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ce qu'elle disait aussi par rapport au pouvoir tampon et à la suite en fait du fromage. Oui. Mais ça, c'est On fait important. comment si en fait on se rend compte que nous on fait un peu d'inverse, on connaît dans le cahier, Oui, on compacte un petit peu dans la main. et si on revient pas en initial, ça veut dire que c'était bon. On fait comment s'il reste complètement abouti? De toute façon, sur la cuve qui est lancée, il est trop tard. Hein, on peut juste apporter des mesures correctives sur les laits à venir. D'accord. Sur la cuve en cours, il est trop tard. Alors ça, vous le faisiez sur quel type de pâte? Les ressort, les pas présents. Le Les pas présents. Oui. Non cuit. Alors donc, en faisant un petit peu le test que tu nous décris, en sachant que là, on est quand même pendant la procédure d'égouttage. Non, en fait, c'était juste après que le cahier, on nous décaillait. D'accord. Regardez. Vous prenez le cahier, vous appuyez En fait, dessus. Ah oui. on coupait le cahier et on regardait la recette. Oui, après l'avoir coupé, Voilà. après un certain nombre Oui. de brassages, en fait, tu regardais. Après le premier brassage, on Oui, regardait. t'exudais le sérum et tu regardais en fait si. Ça, c'est assez empirique comme méthode. Mais moi, j'ai surtout vu en pâte assez cuite. Moi. Moi, non, mais. Ouais, ouais. Donc après, chaque technologie, on va avoir, on va dire, en quelque sorte, des descripteurs et en quelque sorte des paramètres de contrôle. Donc là, c'est un point de contrôle que tu nous expliques et que tu nous présentes. Ça reste quand même des méthodes assez délicates à évaluer, hein, puisque ça va dépendre de chaque individu. Vous mettez 10 individus autour de la cuve de façon masquée, hein, et vous leur demandez finalement de vous décrire un petit peu leur ressenti. Je pense qu'on aurait des écarts quand même relativement significatifs. Néanmoins, il y a des choses qu'on pourra observer, c'est entre autres au moment du moulage, c'est entre autres pendant la phase d'égouttage en cuve, où là on va voir si le grain de cahier se ressuie correctement, si les grains de cahier se soudent correctement pendant la phase de moulage, et ensuite si la masse de cahier évolue normalement. Une masse de cahier qui ne s'égoutte pas, c'est une masse de cahier qui va rester très volumineuse et vice versa. Hein, donc il y a aussi d'autres indicateurs qui vont être des indicateurs de conduite, et ça peut être tout simplement la pesée du produit tout au long du processus d'égouttage, comme ça se fait maintenant de plus en plus sur de nombreux sites. Par contre, à la différence du test que tu nous présentes ici, c'est que le test permet d'avoir une vision exacte de ce qui se passe maintenant, alors que pour les autres tests, tu es bien souvent obligé d'attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc, le fait, tu ne pourras apporter des mesures correctives qu'à posteriori et sur des fabrications à venir. Alors,
si en plus tu as déjà changé de recette entre les deux, tu es à la ramasse parce que ben, finalement tu ne peux plus apporter de mesure corrective parce que le produit est déjà fini et qu'il est déjà passé sur une autre recette. D'où l'intérêt d'avoir finalement des indicateurs de conduite qui viennent le plus tôt possible. Alors après, ça chacun de déterminer des indicateurs pertinents. C'est là que la pertinence devient assez difficile à juger, surtout en fromagerie. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir, en réalité, et éviter d'avoir des indicateurs pertinents à mettre en œuvre dans les zones de coagulation inévitable? Eh bien, on essaye de standardiser les laits de façon rationnelle. Donc, par le fait, on va standardiser la matière protéique et la matière protéique fromageable, d'où la notion de fromageabilité. Et puis, on va faire des traitements thermiques toujours identiques. On va standardiser la matière grasse et donc on aura normalement une matière première mise en œuvre qui sera relativement constante et régulière. Ok, donc on va arrêter sur cette diapositive et on va poursuivre. Et là, on va repartir en version anglaise. Alors, j'avais un certain nombre de petites notes pour faire vous aviez de la petite place. Ajouter comme mon thème. Donc, Angélica, si je ne me trompe pas, puisque Johan vient de faire la diapositive sur les minéraux, c'est pas l'erreur. Yes, each item. La rage de l'animal et Oui, c'est aussi un peu l'idée de pareil, c'est l'âge des animaux. Alors, animal race and breed, what's the difference between race and breed? On a dit race. On a dit que ça voulait dire la même chose. Race, espèce. Or strain, il existe aussi le terme strain qui est comme la souche. For the microorganism, perhaps, strain. Species. Species. C'est Race. l'espèce. Espèce. Mais breed est plus employé. Breed, voilà. Breed, race. Et race, Ah, la race, c'est la vache. espèce. Quand on regarde le dictionnaire, on trouve espèce. C'est le premier mot qu'il y a. C'est trop Le dictionnaire. Alors du coup, breed, ça veut dire race. Breed, c'est race. Et race, ça veut dire espèce. 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 Et il y a species. Species. Mais on retrouve quoi espèce? Oui, non, mais. Oui, tu continues. L'âge des animaux, le stade de lactation, c'est un effet considérable, les formes différentes. Ah oui, ça c'est un terme assez fréquent, ça. To differ. To differ means to make a difference. Ouais. Pas différer. Ah oui, différer dans le sens. Dans les normales, le climat et les saisons, le type d'alimentation, alimentation complexée, et l'infection des vaches, les mammifères. Okay. Can you explain each point? Bah, chaque race ne gagne pas la même quantité de lait. Each breed ou There's much more fat in Jersey milk. Yes, it's a rich milk. A lot of fat. Tu saurais dire suivant la race, selon la race? Quelqu'un sait comment on peut dire ça? D'après la race, ou
suivant la classe. Selon, d'après, selon, suivant. Bah, vous vous souvenez peut-être de l'expression quand on dit d'après moi, selon moi, à mon avis, d'après moi. Comme, according to, donc according to the breed, on pourrait dire comme ça. According to, c'est adjectif. According to the breed, the cow will produce, The same quantity of well, will not produce the same quantity and quality of milk. Yes. For example, the butter fat content will differ. Yes. The butter fat, c'est la matière grasse du lait, hein, le butter fat, c'est the butter fat. The butter fat content, par exemple, hein, in the milk will differ from one breed to another breed. In the milk, will differ according to the breed. D'après, according to the breed. Fat, mais butter fat, c'est vraiment la matière grasse contenue dans le lait. de la matière protéique. Protein content. So protein content. Yes, you're right. The protein content and the butter fat content will differ according to the breed. Marie, you want to ask a question? No? Oh? Okay. You have answered? You have found the answer? Angelica, why the climate or the season affect the milk composition? Do you understand why? The season, climate can affect the milk composition. In French, if you want. After we are going to try. Une différence entre les laits, les produits laitiers et les laits du lait. Pardon? Il y a une différence entre les laits d'été et les laits d'hiver. Yes. What sort? What makes the difference? What Bah, will impact? Ça va être par rapport à l'alimentation aussi des vaches. How's L'été, elles mangent bien, l'hiver, elles mangent The feed that we are going to use is not the same between winter or in summer. In summer, calls. In summer, Non, calls. il reste pas en état, mais moi, stay in the building? plus de And foin. eat concentrate, maize, silage, things like that. And in summer, they will eat fresh grass in the fields. And grass is good for the fat, isn't it? With omega, Omega 3. yes, three. beta-carotene. There's a good influence. Yes. Okay. Angelica, when the cow is ill, Ill?
have the same make. Why? You can observe. Because we use antibiotics. We use antibiotics. Yes, we are going to use medicine. Yes. And can we, is it possible to collect this milk and to use it? No. What are we going to do with it? With this milk? Rubbish? We are going to put it, we are going to destroy it. Yes. Okay. And if the core is here, we can observe an increasing of the cells count. Cell count. Yes. That's very important. And when we pay the milk to the producer, we are going to check the cell count. And if the level is very low, we are going to give a good price. But if we are too high sales count, we are going to decrease the price of the milk. Marine, you understand? It's the counting, Toutes cellules. 1, 2, 3, 4, Ouais, 5, c'est of the le cells, capital, of the packaging cells. So the packaging is les cellules, c'est ce qu'on appelle les cellules génitales. Cellules somatiques. Somatic cellules. Is it the same in English? I'm not sure. Mais on parle de cellules somatiques en français. Hein. Généralement, on prend juste le terme de cellules. Je pense que quand vous étiez en BTS, vous parliez des cellules. Normalement, si on voulait le puriste, on devrait parler des cellules somatiques. Justine? Non, en agriculture, on dit des cellules pour se. Voilà, tout à fait. Parce qu'après, lorsqu'on utilise le terme de cellules, il peut y avoir confusion avec les cellules, cellules végétales, cellules tout ça. Une cellule somatique, on sait qu'elle peut venir du fil là-bas, etc. Alors qu'est-ce que c'est que la cellule somatique? C'est un petit peu l'équivalent du globule blanc au niveau écrivain, tout simplement. Hein, donc si je vais me soumettre à une prise de sang, on me fait la recherche donc, du taux de globule blanc, on va voir que aujourd'hui je suis en bonne santé, donc j'ai un taux de globule blanc assez faible. Si demain je me chope une infection, une rhinite, une rhinopharyngite, ou un peu plus gênant, une infection au niveau des intestins, donc avec une petite gastro-entérite, hop, immédiatement, mon taux de globule blanc va augmenter. Donc c'est un bon indicateur de l'état de santé. Ouais, mais ça c'est comme ceux qui prend la sorcellerie, marabout, liseuse de bonne aventure. C'est quoi ça? Là, voilà, on y croit, on n'y croit pas. Il y a des gens qui mettent des coudriers un petit peu partout accrochés dans leurs étables, d'autres qui mettent des guidouilles des cierges. Oui, mais j'ai bien compris. Oui, c'est ce qu'il dit. Mais il y en a d'autres qui mettent du sel autour de leur. C'est pareil, Du coup, j'ai rien compris. C'est les trucs d'orpiteux qui montrent. Mais pourquoi elle parlait d'un peu? Il n'y a pas de preuve scientifique concernant ça. Pour éviter des problèmes de cellules. Il y a une étude qui a été faite sur le sujet. Ah, c'est parce que le bouc il tête les vaches. Oh là là là. Et ça fait une blague. Ouais. Ah, c'est intéressant comme réflexion.
Ouais, enfin, j'en tiens. Moi, je l'ai vu parce que Ah ouais. C'est assez bizarre quand même, parce que s'il retient une maladie, il devient aussi porteur de germes. Oui, voilà. Oui, mais donc ça veut dire qu'il peut contaminer les herbages, il peut contaminer les fourrages, il peut contaminer toutes les cultures. Puis ça veut aussi dire qu'il Avec les anciens propriétaires, ils sont suicidés dans l'appartement. Je les croise, hein. Toutes les nuits, ils sont là. Beaucoup d'élevages industriels, il n'y a pas de Je leur fais des grains de blé. oui, À demain. Charger des grains de blé, ouais, ça fait partie. Là, on parle du globule blanc. Donc, on va essayer de faire abstraction de l'histoire des globules. Même si ça marche, c'est possible que ça marche. Voilà. 2 heures après, Justine. Voilà. Donc, madame ou mesdames, si vous voulez plus être malade, voilà, donc il faut trouver un homme qui sente fort, avec qui vous savez jamais. C'est moins efficace. Ah, ça marche pareil. Donc, alors voilà, on a bien entendu. Alors, cellule somatique, c'est un petit peu l'équivalent du globule blanc. Le globule blanc est un indicateur de l'état de santé de l'animal. Donc, quand je mesure the cell count, if I check the cell count, je contrôle finalement le taux de globule blanc et indirectement, j'ai un bon indicateur de l'état de santé de l'animal si je fais un prélèvement sur un lait spécifique ou d'un troupeau si c'est un lait de mélange. Donc généralement, c'est sur un troupeau, donc c'est sur un lait de mélange. Mais ça veut dire que le transformateur qui va ramasser ce lait chez un producteur X ou Y, il va avoir une indication assez précise globalement de l'état de santé du troupeau sur lequel on vient de prélever ce lait. Est-ce qu'il nous viendrait à l'idée de donner à manger à notre famille ou à nos enfants le lait qui est issu d'une vache laitière malade? Probablement pas. De la même façon, est-ce qu'il nous viendrait à l'idée de tuer une volaille qui est malade pour l'offrir à la belle-mère? Certainement pas. Au beau-père. Ça dépend. Pardon? Ça dépend. Ça se discute. Mais donc, normalement, non. Quelqu'un de normalement constitué, même s'il pourrait de mauvaises intentions, bon, il y a quand même des principes qu'il ne va pas violer. Donc là, il ira non. Donc par le fait là, ça va nous permettre de faire un tri. Et en France, au-delà de 400 000 cellules par millilitre, normalement, les laits ne sont pas collectés. Il y a normalement, sachant que, voilà, il y a des arbitrages qui sont faits au niveau de chaque région, et par le fait, parfois, on peut tolérer plus. Alors quand je dis 400 000, c'est sur 4 mois, donc c'est une moyenne géométrique sur 4 mois. Donc il faut être un producteur qui a fauté à plusieurs reprises, dont le troupeau est en train de complètement déraper au niveau donc de l'état de santé. C'est malheureusement quand même assez fréquent, c'est peut-être un grand mot, mais c'est encore présent. C'est vraiment un problème qu'on a énormément de difficultés, nous, à résoudre au niveau national. Il y a des pays nordiques qui sont beaucoup plus forts que nous, qui ont des taux de cellules moyens qui sont plus de 2 fois inférieurs aux taux de cellules français. Par contre, on ne fait pas pire que les États-Unis, on est à peu près sur les mêmes longueurs d'onde. c'est peut-être aussi à cause du temps. Oui, ça peut être à cause du temps, mais c'est quand même beaucoup lié aux pratiques d'élevage. Et suivi des Après, il y a des élevages où ils tournent avec des vaches laitières hautes productrices de lait et ils sont à moins de 200 000 sans problème. Donc, c'est pas toujours lié au fait qu'une vache laitière soit haute productrice de lait. Pas toujours. Il y a vraiment les conditions d'hygiène, les conditions environnementales, la propreté des laitières, etc. C'est tout ce qui touche à l'infection de la mamelle. C'est vrai que d'imaginer une vache laitière qui vient se coucher sur un paillage qui n'a pas été nettoyé et renouvelé, comme propre, la mamelle elle tremble dans le placard, il est mouillé. Et donc, obligatoirement, il y a une remontée des germes par le canal du Trayon et il y a une infection de la mamelle, alors qui va être là, plus ou moins chronique, plus ou moins latent, ou carrément déclaré. Et puis après, des problèmes de propreté au moment d'après. Parce que les vaches peuvent se contaminer des huiles. Ça va malheureusement très
Donc l'infection d'un mamelle, donc pour contrôler cette infection d'un mamelle, on contrôle le taux de cellules, moins de 400 000 cellules. L'objectif, ce serait d'être inférieur à 250 000, ce serait plutôt assez sympa. En élevage bio, on a des producteurs qui tournent à moins de 100 000. Donc c'est pour dire que c'est pas impossible. C'est difficile, attention, hein, c'est difficile. Ça nécessite quand même de gros investissements, puisque très souvent c'est lié à une infrastructure. Ouais, et puis surtout, Merci Angélica. surtout dès qu'il y a une contamination enfin, dès que le troupeau est contaminé, après, pour sortir de cette contamination, c'est sur la durée, quoi. On s'en rend pas forcément compte aussitôt. Voilà, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle la prophylaxie. Il faut vraiment avoir un objectif à moyen long terme. Sur 12-18 mois, là on arrive à s'en sortir, mais il ne faut jamais lâcher. Ouais, c'est ça. Et du coup, le producteur, s'il voit pas d'amélioration, il dit, bon, ça sert à rien. Il peut se décourager. Alors sachant que si un producteur élève vraiment un lait de très mauvaise qualité, de façon durable, il reçoit ce qu'on appelle un arrêté de collecte, et tout le temps que sa situation ne s'est pas améliorée, il n'a plus le droit de livrer son lait. Et moi, en tant que transformateur, je n'ai plus le droit de le collecter. Ouais, carrément. Et sachant que vous avez des laboratoires interprofessionnels, comme les Milano, qui font le contrôle des laits. Et à chaque fois qu'ils ont des contrôles qui sont anormaux, donc au-delà des normes, ils ont l'obligation d'informer les services, donc l'équivalent des services vétérinaires. Et donc, par le fait, c'est les services vétérinaires qui vont à un moment donné décider d'informer le producteur, d'informer l'industriel d'un arrêté de collecte, si la décision a été prise en ce sens. Et ça arrive souvent, ça, pour le coup? Ça arrive quelques fois. Comme Disney, ils sont à peu près, si je ne dis pas de bêtises, dans les 400-450 producteurs, ils avaient en moyenne entre 1 et 3 arrêtés de collecte par an. Voilà, donc ça fait moins de 1%, hein, on est autour de 0,2, 0,3%. Donc c'est quand même pas fréquent. Alors, sachant qu'on peut penser qu'il y en aura de moins en moins. Puisque les producteurs fautifs étant finalement éliminés, écartés exactement, c'est un peu plus avec des producteurs qui sont. Alors, Pierre. Microorganisms can be found everywhere in the air, in the water, on plants, animals, and in the soil. Some microorganisms, such as bacteria and fungi, are used in many food processes, cheese, yogurt, beer and wine, as well as in acid production to preserve food. Donc les micro-organismes peuvent être retrouvés partout, dans l'air, dans l'eau, sur les plantes, sur les animaux et dans le sol. Des micro-organismes comme les bactéries et les champignons sont utilisés dans beaucoup de processus de fabrication pour transformation alimentaire. Le fromage, le yaourt, la bière et les vins. Comme dans des productions d'acide pour préserver l'aliment. Pour conserver. Preservation, c'est la conservation. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? You want to ask a question? Are there any famous names for these bacteria? Do you know any examples? Used in the preservation of foods, for example? What type of foods? Can you give examples of these foods that like choucroute? For example? I don't know. We are going to use acid protection Yes. when we prepare Yes, which choucroute. bacteria? Yes. And which typical bacteria? For Ah, example, lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria.
Marie? Can you describe what you see? It's a different form of bacteria. We can find in meat. We can find spore and capsule. We can use the rod spiral shaped bacteria. What is shaped? Yes, c'est moins important ça. Shape. En gros, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Rod shaped. Dans la forme d'un rod. En long, en bâton, en long. Rod, c'est un bâton. Une baguette. There is a different formation of bacteria. For example, toxic. What is a bacteriophage? It's kind of organism who eat bacteria. You eat them? Invade. Yes. Attaquer. Attacks. Bacteriophage attack lactic acid bacteria and alors sorry C'est un peu inhibé leur développement. oui Bactériophage, ça va oui vraiment. carrément oui tout à fait il va les inhiber il va même les tuer Le bactériophage. bacteriophage yes They kill bacteria. Serial killer. bacteriophage kills bacteria lactic acid bacteria yes and use Ah, c'est clair. use it They are DNA. sorry They are DNA. yes ADN. To yes stop their growth. yes and for any And develop the growth of bacteria. le bactériophage va utiliser l'ADN pour se nourrir et se multiplier. Develop their growth. And go. Develop their growth. Ah, Growth. yes. Multiply. Always for you. Les levures, les moisissures. Fungi, ce sont les champignons qui sont divisés en deux. Des levures et des moisissures. Can you give us some example of yeast that we can use in cheese on the surface of the cheese? Geotrichum, yes, good example. And yes, yes. Geotrichum, it's a yeast. And Penicillium Blue cheese. Penicillium. blue cheese. Are we going to use a yeast or Mold. yes, mold? And what is the name of this mold? Penicillium roquefort. Penicillium, Roqueforti. blue cheese, Roqueforti. 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 Yes. Yes. Another example of mold that we can meet and see on some soft cheese like camembert. Penicillium camemberti, yes.
Very nice. And another example of yeast. Oui, mais on a des Saccharomyces. Moi, j'ai certaines clavées. Et autrement, on a tous les Cluveromyces. On a les candidats. Candida utilis, donc le géotrichum que vous avez cité. Cluveromyces, ce sont des levures. Toutes les levures se ressemblent un petit peu, c'est des formes un petit peu huile. Ah, une fois qu'elles sont présentes sur le fromage, autant les géotrichums sont bien connus parce que on les utilise de façon très courante dans la société mycélium, certains vont donner des cluveromyces. Pour les cluveromyces, ils sont toujours associés aux débaromyces. Donc, au ferment du rouge. Par le fait qu'ils vont participer, on va dire, très légèrement à la pigmentation, mais surtout, ils vont être une aide intéressante à l'apparition, justement, de la côte spécifique du conventionnel. Quand on est sûr du chaussé au moine, on va retrouver normalement dans les morges du Cluveromyces. Marie, tu continues s'il te plaît. Bacteria can be divided into the following categories according to their preferred temperature range. Psychotrophic conditions. Bacteria are psychophilic and mesophilic strains which can produce at a temperature of 35 Fahrenheit degrees or below, regardless of the optimum temperature. Psychophilic cold-loading bacteria have an optimum growth temperature below 55 Fahrenheit degrees. Mesophilic bacteria living in happy medium have optimum growth temperature between 55 and 100 Fahrenheit degrees. Thermophilic keep-loving bacteria have their optimum growth temperatures between 100 and 115 Fahrenheit degrees. Ça veut dire les bactéries sont divisées dans les catégories suivantes selon la température optimale de développement. Range, ça même ici l'existence de gamme. De gamme, leur gamme de température optimale. Alors les psychotrophes, qui sont Résistant au froid. Résistant au froid. Oui, résistant, tolérant, on est vraiment tolérant au froid. Donc les bactéries sont psychotrophes et alors, sont psychophiliques. psychophiliques Et mésophiliques. Oh, mésophiliques. Ah, ce sont des strains. Oui, des espèces. Des espèces. type zoophilique qui peuvent se reproduire à la température de 45 degrés Fahrenheit ou en dessous, selon Non, regardless of, c'est quelquefois. ah, C'est sans tenir compte de quelquefois. la température optimale. Ça veut dire 45 degrés Fahrenheit ou en dessous. Alors, vous aurez un tableau à la fin qui reprend celui de Fahrenheit et les correspondances. Alors, psychophilique, hein, c'est psychophile. Mésophilique, c'est mésophile. Donc, qui aime les températures moyennes, qui aime les températures plutôt basses.
Donc psychophilique et psychotrophe, donc c'est un petit peu différent. Et psychotrophique, justement, ça c'est psychotrophe. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même terminaison. On est en phyque ou on est en philique. Donc c'est un petit peu, c'est pas forcément évident à retenir. Psychophile. Psychophile, mésophile, thermophile, pour les trois derniers. Psychotrophique, psychotrophe. Donc là, on va retrouver la terminologie classique française. Et le psychotrophe, comme tu l'as très bien dit, hein, un micro-organisme capable de se développer au froid, mais qui peut être mésophile et thermophile. Donc, c'est ça qui est embêtant, c'est-à-dire qu'un mésophile, qui normalement a plutôt une température optimale de développement de 30-35, est parfois capable de se développer à une température inférieure à 7 degrés. Puisque ce qui caractérise un psychotrophe, c'est être capable de se développer à une température inférieure à 7 degrés. Ne me demandez pas pourquoi 7 degrés. Je pense que quand on a défini cette famille, on avait un thermomètre qui était réglé à 7 degrés, et hop, on a défini que tous les germes qui étaient capables de se développer en dessous, ce sont les psychotrophes. Ça n'a pas de nom justement les thermophiles, mésophiles. Refais-le-moi-le. Les micro-organismes qui sont à la fois mésophiles et thermophiles n'ont pas de nom. Bon, généralement, ils ont quand même une température optimale. Soit ils sont mésophiles, soit ils sont thermophiles. Ouais, mais ils sont thermotolérants du coup. Mais ils peuvent être thermotolérants. Enfin, les mésophiles qui sont. Alors, ça peut être un mésophile thermotolérant, mais ça veut dire qu'on n'est plus dans son optimum de croissance. Il continue à être capable de se développer. Certainement, il va commencer à subir un stress thermique, il va se développer moins vite. Donc, on va observer sa thermotolérance, mais il ne sera plus dans son optimum. Donc, ce qui va vraiment caractériser le développement du germe, c'est son optimum de température. Son température optimale de développement. Optimum température. Psychophilique. Donc, qui aiment le froid, les bactéries se développent à la température optimale, donc sous 55 degrés Fahrenheit. Alors juste, si je m'amuse à consulter le tableau en page 24, hein, degrés Fahrenheit, 55 degrés Fahrenheit, ça va correspondre à quel degré Celsius? 12 et 13. Ouais, plutôt proche de 13 quand même. Hein. 12,8 à peu près. Très bien, on peut poursuivre, merci. Donc, les bactéries mésophiles, elles aiment les températures médianes et elles ont leur température optimale de croissance comprise entre 55 et 100 degrés Fahrenheit. Alors 100 degrés Fahrenheit correspond à 37-38. Donc on va être au taquet à 38 degrés. C'est ce qu'on retrouve pour les lactic acid bacteria, les mésophiles généralement, plutôt des optimums entre 32, 34, 34, 36 et au-delà de 36 on commence à subir un stress thermique. Thermophilique. Qui aiment la chaleur et elles se développent à des températures comprises entre 100 et 115 degrés Fahrenheit. Et 115 degrés Fahrenheit correspond à 46 degrés Celsius. Voilà. Donc ça, on a à peu près toutes les valeurs en correspondance, sachant que 45 degrés, on ne l'avait pas fait tout à l'heure, correspondait aussi à 7 degrés. Si je l'avais dit. Ok. Alors, petite question pour tout le monde. Streptococcus thermophilus. Donc finalement, ici on est dans la plage de température. De quelle température? On a une thermophile. Voilà, hein, on est sur la plage des thermophiles. Donc quelqu'un nous fait une petite phrase avec tout ça. For example. Merci.
c'est qui a commencé à prendre la parole? C'est personne. Personne? Quelqu'un? Hop là. Alors, je vous écoute. For example, you have the Streptococcus thermophilus ou have non. C'est moche. Non, j'en peux plus. For example, We have Streptococcus thermophilus who is no, which Thermophilique bactérien. which oui, mais il faut trouver ta verbe. Oui. Ah, là, Il y a un H. WH. Which is. C'est correct. alors, for example, we have Dans des temps, c'est ça. Streptococcus thermophilus, which Ah, is. Which is, ouais, j'aurais mis. Le Streptococcus, on le dit de façon générale, non? Oui. Ah, Oui, les Streptococcus Ah oui. thermophilus. Which are thermophilique thermophiliques bactérien. D'accord. Thermophilique. Thermophilique, c'est bon. Ouais. When we want to make the hard cheese, we are going to eat the way the whey and the curd in the vat. VAT. Near 52 or 54 degrees Celsius, and it's necessary to use some thermophilic bacteria. In this product, for this cheese, we are going to use some Streptococcus thermophilus, but we are going to add to what other kinds of bacteria? What other kinds of bacteria must we add? Kinds. Sorry? Lactococcus. No. Et mésophile. Lactococcus is not Thermophilique, thermophilic c'est mésophile. bacteria. When we make hard cheese, we use with Streptococcus thermophilus, Lactobacillus, Helveticus. Yes. Just for hard cheese, Lactobacillus helveticus. Et il est utilisé pour quel type de fromage, Helveticus? Pas très sexy. Non, non, je sais, mais c'est un exemple. Emmental, Oui. par exemple. Marie, C'est fini. Ce qui est pathogène.
Julie? Here. Mandy? Lactococcus? Non? La thermophile. Non, celui que tu as dit avant, il était mésophile. Vulgaricus. Ouais, Vulgaricus, il est mésophile. For this range, we are going to find Lactobacillus vulgaricus. Yes? Are you sure? Lactobacillus vulgaricus is a thermophilic bacteria. We are going to find it in your gut and is always hard with Streptococcus thermophilus. Yes? But in this range. Yes, and in Floradanica, what are the different stains of lactic acid bacteria? Oui, on a compris, mais c'est juste qu'il faut se souvenir. Je me souviens plus de ce qu'il y a dedans. For example, Oui. Il y a we can use D'accord. Lactococcus, Oui. lactis, Je Lactococcus, vais ça dans mon ancien appartement. Thermoris, Lactococcus, Oh, tiens, on passe ça avec un Troisième. papier en attendant, ça marche tout aussi bien. Quand t'as un fusible qui pète, comme ça, tu remplaces le papier d'alu, ça marche tout aussi bien. Diacétylactis. For example, we can use Lactococcus lactis, Lactococcus thermoris, Lactococcus diacétylactis. Je suis fatigué, ça se dit comme moi. Ich bin müde. C'est ça, hein? They are mesophilic, Comme quoi il y a plus de restes de l'allemand que dans lactic, acide, bacteria. Lactic acid bacteria. Non, pas ok, non. Molo, ich bin müde. Who want to read this slide? Méso quoi? Mésophilique. It's not very difficult. Angelica? You're late. T'as pas beaucoup entendu là. The degree of infection and composition of bacterial population depends of the cleanliness of the soil of the environment and the surface
with which the milk comes into contact. When milk is secreted in the udder, it is virtually sterile. Other, vous comprenez? Où ça? The milk is secreted from the udder. Oui. Je ne pourrais pas ça. La mamelle, udder, Udder infection. Ok. on l'a vu, basse. Donc c'est la mamelle. On dirait You want to translate? Tony? Can you translate? This sentence? Durée d'infection et la composition de la population bactérienne dépend de Timeless. la propreté de l'environnement du vache, Et des surfaces la propreté de l'environnement des vaches et des surfaces qui sont en contact avec le milieu. qui sont en contact Avec les feuilles, le lait entre en contact. Ah oui. Quand le pour donner sécurité par la mamelle, déjà pleinement stérile. What it mean? When milk is secreted in its udder, it is virtually sterile. When it comes out of the udder, is it clean, the milk? Yes. Normally, yes. But how can it become infected? So what are the sources of contamination? Yes, good question. Oui. Can you answer? Yes. Justine, can you repeat the question? Follow it. Catherine, ask. Did you get? Moi je dormais. So we said that when the milk comes out of the udder, it is clean, it's sterile. And so how can it become contaminated? C'est un long processus. You have some answer here. Dès la sortie du training. You just watch the picture and explain. Yes, the milking equipment. What is the name of the different milking equipment? Well, what you see, you observe some milking equipment. It's, the name here is the, yes, the cluster, on a vu tout à l'heure, cluster, un petit tabac, un petit groupement. Là, cluster of 1, 2, 3, 4. From the design, look at the picture. Le pied de la vache. Cups. Donc l'équivalent Ah, en le français, truc c'est de- le manchon trailer. Le treuil. D'accord. Yes, so the teacups, that's one part of the equipment. And what else must be really clean? You must make sure it's very, very clean. Isn't clean? The vat, the tank, the milk tank, what's the dish problem? You don't, the churn, the milk churn. The churn
very used now. Milk churn is in the old days. Yes. Now, where do you consommer le mot pour stocker le lait? Store. Where do you store the milk? In the big vat. Alors, you wouldn't say vat on a farm. You say a tank, the milk tank. Le tank à lait, the milk tank. It's refrigerated. Refrigerated milk tank. So the milk is stored. C'est vraiment très intéressant. He said 4 degrees. 4 degrees Celsius. You must make sure that the cow is clean, especially the cows udder. And what does the milkman use before milking? He must use a towel, his mummy, a cloth. A cloth and must clean the udder. And does he use some chemical product to clean the udder? Maybe some iodine, the word, no, to disinfect? No, maybe not. It's just water. Water. To clean the udder before milking. Maybe some water or iodine, no? Maybe some iodine, something. And then he attaches the Non, cups non encore. and the milk starts. Bulk time. Vous savez ce que veut dire bulk? Non, ça c'est refrigerated ou cool aussi, ça veut dire cool, cooling time. Mais bulk, c'est, d'ailleurs quand on vend en bulk, on vend en gros, en vrac, hein, c'est le gros temps que tout le lait est mélangé, le lait est dedans. Mais c'est vrai, ça se voit souvent en bulk, le gros temps. Amandine? Milk is the number at the temperature of the dot 99 degrees Fahrenheit. Milk should be chilled quickly to avoid 39 degrees of Fahrenheit immediately after it's leave the cool under. That is temperature, the level of activity of microorganisms is very low. Le lait livre qui vient des mamelles, qui sort de la liquide, qui sort de les mamelles, qui sort de la mer, arrive à la température de 37 degrés. Ouais. Le lait. Alors vous savez pourquoi en anglais on ne dit pas the milk, en français on dit le lait. Et pourquoi en anglais on dit juste milk? Parce qu'on parle en général. En général. Dès que c'est en général, il n'y a pas besoin de c'est pour rappeler. Comment tu dis les lettres? Alors on peut trouver un synonyme en anglais, chilled. Vous voyez le synonyme qui est là? Cooled. Cool, chilled, c'est pareil.
un petit peu lipolytique sur le degré, on pourrait dire en quelque sorte, de conservation, hein, d'emprisonnement donc, de la matière. Donc il est clair que, comme on le constate, donc avec le temps, on observe une augmentation donc, du nombre de bactéries protéolytiques, c'est tout à fait normal. Alors juste un petit commentaire là-dessus, c'est si à un moment donné un lait a un vieillissement anormalement long, donc anormalement long, on va être autour de 5 jours, 4 à 5 jours de stockage au froid, les 2 jours à la ferme étant inclus, hein, d'accord, eh bien on va observer un début de digestion du lait. Donc un peu comme si les micro-organismes avaient commencé à blotter, à manger la caséine. Et par le fait, si j'utilise ensuite ce lait dans un processus fromager ou pour produire du lait de consommation, je vais rencontrer une multitude de problèmes. En lait de consommation, le risque, c'est que le lait floccule pendant l'étape de stérilisation. Non pas parce que le lait sera acide, non pas parce que le pH du lait sera faible, mais parce que les protéines ont été digérées en partie. Et lorsqu'elles sont digérées, elles perdent leur stabilité, hein, au traitement thermique. Et donc, par le fait, elles floculent d'autant plus facilement. Deuxième phénomène, donc lorsqu'un lait est digéré, et bien compte tenu que les caséines ont été altérées, détériorées, et bien s'il y a coagulation, et on arrivera à faire une coagulation, bien, la coagulation sera très imparfaite et on aura un gel qui sera mou, pisseux, difficile à travailler, et qui va partir en bouillie. Éventuellement, je pourrais vous donner un autre petit document là-dessus. Mais nous, on avait observé, avec Sylvain, on a eu la chance d'aller en dernière expertise sur des petites structures en Russie. Et l'objectif de la demande, c'était justement de vérifier la qualité des laits et l'adéquation de la qualité des laits avec une transformation fromagère. Donc c'était une personne qui faisait du négoce de lait, il achetait du lait et le revendait, et il voulait créer son petit atelier de transformation. Et donc, a priori, toutes les règles de bonne pratique d'hygiène étaient respectées, l'utilisation du froid était respectée. C'est qu'on a fait les tests qui permettent d'apprécier finalement le degré de digestion du lait, on a pu constater que malheureusement le lait ne présentait pas la bonne fromageabilité. Donc on a voté en touche, on a transmis un rapport qui était plutôt négatif, et on avait été sollicité il y a 1 an, et je pense qu'il a, c'est passé 5-6 ans depuis. Donc je pense que là maintenant il a créé son atelier de transformation, mais moi c'était vraiment son objectif. Et il partait sur des gammes plutôt de fromage stérilisé. Donc il prenait un minimum de risque avec un apport de protéines en poudre, donc il bétonnait de chaque côté, et donc il a bien réussi. Mais la digestion des laits, c'est véritablement un problème qu'on peut rencontrer dès qu'un lait vieillit de façon anormalement longue. Alors aujourd'hui en France, on n'a plus ce problème-là, mais on pourrait tout à fait le retrouver à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, ça va être dans certaines zones du territoire mondial, mais pas dans les pays qui bénéficient, on va dire, de tous les avantages aujourd'hui, du froid, du ramassage,